Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Imaginons que dans les prochains jours, vous ayez à concevoir et développer une API. Comment feriez-vous? La plupart du temps, vous prendriez votre langage préféré avec le framework associé. Pour moi, on serait plus sur du Java parce qu'on ne se refait pas avec du Spring ou avec du Quarkus. Et on commencerait à développer l'API. On commencerait à la coder. Au bout de quelques jours, on serait capable de la déployer dans différents environnements, développement, staging, X-Recette, etc. Et à un moment donné, vous dites à votre client, c'est bon, allez-y, vous pouvez tester notre API. Là, votre client, il vous dit, vous êtes bien sympa, mais comment je fais pour l'utiliser? Est-ce qu'il y a une documentation? Vous n'avez pas forcément prévu ça, là vous dites, ok, on va documenter. Si vous faites du Java, par exemple, vous arrivez avec certains frameworks tels que Spring Dog, tels que MicroProfile, OpenAPI, à la situation assez cocasse d'avoir une ligne de code, 15 lignes d'annotation qui ne sont pas forcément validées. Mais néanmoins, vous arrivez à publier une documentation sous la forme soit de Redoc, soit de Swagger, à un client, quelque chose d'assez classique. Maintenant se posent quelques questions. Maintenant que vous avez codé votre API, que vous l'avez publié, que l'application est en prod, comment vous faites déjà pour gérer entre les API publiques et les API privées dans ce modèle-là? Ça peut être une question. Autre question, c'est comment validez-vous et comment gérez-vous les erreurs suite à la génération de l'OpenAPI? Parce qu'il peut y avoir des bugs, comme tout outil. Et dernière question, qui va être la plus drôle, c'est que maintenant que vous avez déployé votre application, que vous avez codé, que vous avez fait une version, si vous devez faire évoluer cette API, en ajoutant des endpoints, en ajoutant des objets, en modifiant certains paramètres, comment vous faites? Vous le codez d'abord, vous le publiez au client, il le valide, et après vous l'intégrez, ou alors vous le faites directement en OpenAPI, puis vous vous basez là-dessus pour recoder. On voit très bien que, au fil du temps, ça peut être un peu compliqué. Excusez-moi. Là, vous avez bien reconnu qu'on est plus dans une démarche code first. C'est-à-dire qu'on commence à coder notre API, et après, on fait la documentation. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, je ne dis pas qu'il faut l'interdire, je ne dis pas que c'est le mal, etc. Non. Ça permet d'aller très vite, ça permet de déployer très rapidement, d'avoir un code qui fonctionne, qui peut être même très très propre, il n'y a pas de souci, et une API aussi. Mais au fil du temps, si vous avez, un spectre d'API qui est assez large, que vous déployez un grand nombre d'API pour vos clients, au fil du temps, vous allez au-devant de grandes complexités. Alors après cette introduction, et je vais vous présenter l'API First après, je vais me présenter, moi je m'appelle Alexandre Touré, je suis architecte logiciel, je travaille à Worldline, on est un peu partout en France et en Europe, et il y a des bureaux qui sont à Rennes. Et en ce moment, mes activités, ça traite plus autour du Move to Cloud sur GCP et l'accompagnement d'équipes sur les technologies Java. Donc maintenant qu'on a fait ce constat sur le code first et avant d'arriver sur l'API first, prenons un peu le temps de se positionner d'un point de vue client, d'un point de vue utilisateur final. Il y a une règle, alors, la règle des 3-5, vous pouvez appeler ça la règle des 3-10, tout ce que vous voulez, mais 5, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre client doit découvrir ce que fait votre API en moins de 5 secondes, doit comprendre ce que ça fait, doit pouvoir la tester au travers d'un portail, au travers d'un outil qui est de Swagger, etc., en moins de 5 minutes, très simplement, pour voir un exemple de payload. Qu'est-ce que ça donne, tout simplement. Et doit pouvoir l'intégrer en moins de 5 heures. Qu'est-ce que ça nous dit, cette règle-là? Ça nous dit que si vous êtes, imaginons que vous êtes en concurrence dans une avant-vente avec différents fournisseurs. Les différents fournisseurs, généralement dans ces avant-ventes, on vous demande les API. Et vous arrivez en concurrence avec d'autres fournisseurs d'API. Si vous allez au-delà de ces chiffres-là, la plupart du temps, le client il va prendre votre API, il va la mettre de côté, s'il faut 30-40 minutes pour tester l'API, que ça ne marche pas forcément, et il va tester un autre fournisseur. C'est vraiment très important d'avoir ça en tête. Et ça nous amène vers le fait que désormais, le monde des API est quand même très mature. Il est vraiment très très mature.
il est temps, je pense, d'incorporer certaines valeurs de la user experience dans le développement d'API. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une API, par exemple, elle doit être crédible. On doit inspirer de la crédibilité quand on fournit une API. Si vous mettez des contrôleurs à la fin de vos endpoints, par exemple, ou si vous mettez des DTO, ça ne fait pas très crédible quand on est client parce qu'on sait déjà que la personne elle fait du Spring Boot ou du Java derrière. Elle doit être utile. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, si vous faites du front, un développeur front, peut-être qu'elle doit être adaptée aussi au front et pas faire une API pour tous les frontaux. Elle doit être accessible, elle doit être très utile. Concrètement, qu'est-ce que ça se donne? Ça donne que l'API doit se prendre en main très rapidement. Quand on est utilisateur, une API, on doit avoir quelque chose d'assez fluide. Quand je dis assez fluide, c'est que si votre convention, c'est du camel case, c'est du snake case, ce que vous voulez, bah, ça doit l'être partout. D'accord ? Il ne faut pas faire un mélange des genres dans vos API. Il faut avoir aussi de véritables exemples. C'est-à-dire que fournir une API à un client, ça va au-delà de fournir juste un OpenAPI. C'est un portail qui dit, bah voilà, vous voulez intégrer, voilà le parcours avec la succession d'appels d'API. Ça veut dire aussi donner des exemples, donner des documentations sur la sécurité, par exemple. Tiens, voilà, si vous faites de l'OAuth2, OpenID Connect, c'est quoi les scopes qu'il faut mettre en place, bêtement. La gestion d'erreurs, très important aussi, et les codes retour qu'il faut vraiment détailler. Là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un retour d'expérience sur l'API First avec une démo, comment on passe de Code First en API First. Donc nous, on avait quand même pas mal d'attentes. C'était un très gros projet pour un client institutionnel. Et nous, ce qu'on a souhaité, c'est déjà dire, bah voilà, notre API est un produit. Donc les attentes qu'on a, c'est aussi pour nos clients, c'est pour nous-mêmes. Pour nos clients, les attentes, c'était d'avoir une vue cohérente. Comme je vous disais, voilà, notre API doit être un set, doit être un ensemble de fonctionnalités vraiment le plus cohérent possible. Pourquoi? Parce que ça leur permet déjà de l'intégrer beaucoup plus facilement, de suivre les nouvelles fonctionnalités, même de pouvoir les anticiper et de pouvoir nous faire des propositions beaucoup plus facilement. Nous, on avait de fortes attentes également. Quelles étaient-elles? Déjà, les erreurs liées au contrat de service. Sincèrement, quand vous avez une API, une documentation qui dit « je fais ça dans telles conditions » et que votre implémentation fait autre chose, et je l'ai revu il n'y a pas longtemps dans un autre domaine, vous perdez toute crédibilité. On va être très clair là-dessus. Ensuite, on souhaitait supprimer le code inutile et rationaliser le développement. En se disant, bah, notre source de vérité, ça va être notre contrat, notre OpenAPI. Coder un DTO, quelle est la valeur? Pour nous, il n'y en a pas. Clairement, il n'y en a pas. Il n'y a aucune valeur métier à coder un DTO, il n'y a aucune valeur métier à mettre certains codes d'infrastructure alors qu'on pourrait les générer et qu'on pourrait les automatiser. Ensuite, ce qu'on a travaillé, vu que c'était un très gros projet, on a commencé à dire voilà, quelle est l'organisation qu'on va mettre en place autour de cette démarche API First. Ce n'est pas que de la technique. On a commencé à dire tiens, on va identifier les parties prenantes. Qui c'est qui conçoit, qui c'est qui valide l'API? Qui conçoit une API? Bah, ce n'est pas forcément qu'un fonctionnel, c'est surtout pas quelqu'un de technique. C'est un mix entre les deux qu'on a. Il faut vraiment qu'il y ait une valeur. Il faut vraiment adapter aussi l'API en fonction par exemple, en fonction des frontaux, en fonction des cas d'usage, etc. Et ne pas hésiter à modulariser vos API. C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de suivre l'évolution et rendre la chose la plus fluide possible au fil du temps. Quand on parle d'API First, on parle également de Contract First. Vous verrez ça dans la littérature, il y a soit l'un, soit l'autre. Contract First, c'est de se dire, bah voilà, notre API est un contrat. On parle, pour peut-être les plus anciens d'entre nous, on a entendu parler de contrat de service. Quels sont les contrats de service qu'on donne envers nos utilisateurs? Et les contrats de service, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un ensemble déjà, il faut se baser sur un ensemble de standards, un ensemble de règles, que les API doivent être cohérentes, et il doit y avoir un contrat entre nous, les consommateurs, et nous et certains fournisseurs. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous allez déployer justement ce contrat, quand vous allez mettre en place ce contrat, il faut que ça soit le plus consistant possible de bout en bout. Et c'est là la difficulté. Quand vous allez être dans des grandes organisations avec différentes personnes, vous pouvez perdre justement cette consistance et la cohérence de bout en bout. Alors, vous pouvez vous baser justement pour définir vos contrats sur différents standards, différentes normes. Alors, il y a la doc de Google qui est très bien faite, qui est vraiment très très bien faite, sur la conception d'API, sur comment créer ça. Il y a une doc de Zalando, et ils ne font pas que des chaussures. Moi, je vous conseille de regarder le site opensourcezalando.com, ça m'a étonné. Il y a plein de choses vraiment très très intéressantes, notamment un guide et des recommandations sur la conception d'API REST. JSONAPI.org, il y a pas mal de choses qui sont un peu hors sol, à mon avis.
Maintenant, il y a des sujets, de la manière dont ils adressent, notamment la pagination, qui sont intéressantes. C'est quand même plutôt pas mal. Et si vous voulez faire du versionning d'API REST, nous, c'est basé sur le GitHub, la doc de GitHub, en fait, qui est très bien faite également. Au-delà de tous ces standards, on a commencé aussi à dire, un peu à l'ancienne, de dire voilà, qui valide, comment, qui c'est qui, enfin une sorte de racine, mais de dire voilà, qui nous valide, va valider et comment ça va être fait. Ça va être fait de manière automatique, mais il y aura aussi une façon manuelle de valider les API. Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit, quand vous êtes sur des grandes organisations, des grandes plateformes, et que la plateforme, voilà, au fil du temps, elle évolue, il est très difficile de suivre l'évolution de l'API. Et quand vous allez faire du code first, il va être encore plus difficile de suivre cette évolution-là au fil du temps. Vis-à-vis de vos API, vis-à-vis des dépendances. Là, il y aura une nécessité d'avoir un portail interne pour les développeurs, pour comprendre où sont les API. Alors ça peut être des markdowns, ça peut être un site interne, vous allez voir. Il y a différentes manières de faire. Vous pouvez vous baser sur différents outils que je vais illustrer tout à l'heure, qui sont proposés, ou en tout cas, ouais, qui sont proposés par l'OpenAPI Initiative. OpenAPI Generator, qui est un outil très intéressant pour la génération de code, que je vais vous montrer. OSDiff, qui va nous permettre, comme le dit son nom, à faire du diff entre différents YAML. On va pouvoir identifier les changements bloquants, on va pouvoir faire un changelog, on va pouvoir générer ce changelog. Il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont très intéressantes. Et Vacom, qui va nous permettre de valider l'OpenAPI. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a plein d'autres outils. Alors ça, c'est un exemple. Il y a plein d'autres outils tels que Redoclint qui permettent de valider l'OpenAPI. Et ensuite, pour la CI, bon, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein, clairement. Nous, on utilise GitLab, parce qu'on a une ferme de GitLab en interne. Et pour la publication d'API, moi, j'ai utilisé Doxy en termes de portail, donc ça base de Hugo, hein, tout simple. Vous pouvez, alors c'est très minimaliste, on va dire c'est un peu roots. Vous pouvez utiliser d'autres produits qui existent sur le marché. Il y a BumpSH qui est très très bien, qui est une offre SaaS payante, mais qui fournit le travail, qui permet de donner de la documentation à côté de l'OpenAPI. Donc quel est le workflow que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour ça? Déjà, dans un premier temps, on va stocker tous nos assets dans Git, parce que les OpenAPI, c'est un asset. C'est le contrat, c'est ce qui va nous permettre de générer du code, c'est ce qui va permettre de donner, on va pouvoir le donner au client, d'ailleurs. C'est là où ça va être très intéressant. C'est que votre client, vous n'avez plus besoin de lui générer une couche cliente, parce que vu que votre OpenAPI, elle fera foi, ça sera votre contrat, vous êtes capable de dire, écoutez, monsieur le client, voici l'OpenAPI, le YAML, générez votre couche d'accès avec ça. Pas besoin d'un SDK, pas besoin de librairie, etc. Ensuite, il va y avoir des couches de construction. Alors, couche de construction, ça va être les changelogs. On va pouvoir générer les changelogs pour dire, tiens, c'est quoi les nouveautés de mon API? On va pouvoir identifier les changements bloquants, les mettre en avant. On va pouvoir également aussi on peut générer du code aussi si on veut. Alors la génération de code, elle peut se faire si besoin dans le même endroit que les assets, les OpenAPI, mais aussi dans les projets Java. On va pouvoir dire, tiens, donne-moi l'OpenAPI, je vais générer le code qui va avec. Ensuite, on a une étape de validation. Alors l'étape de validation, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait très simplement, on a mis du merge request avec un workflow, avec quelqu'un qui valide, avec des outils qui sont lancés dans des pipelines qui permettent d'identifier, de dire, tiens, on a une version qui est mineure, il ne doit pas y avoir de changement bloquant. Donc on va lancer OSDiff, il ne doit pas nous retourner de changement bloquant. Alors je ne vous cache pas que des fois, il y a des faux positifs, mais au moins, ça nous permet d'identifier 80% des changements bloquants. Et ensuite, la publication. Alors, il y aura deux types de publications qu'on pourra avoir. Et ça, c'est les choses dans les API qu'on sous-estime le plus. Et je plaide coupable, je l'ai sous-estimé pendant très longtemps. Il y a une publication en interne et en externe via des portails d'API, pour dire, voilà, on a changé notre API, voilà comment il faut l'utiliser. Et aussi, vous allez pouvoir publier votre API, si vous faites du Java, si vous faites d'autres choses, dans un Nexus ou dans un Artifactory. De cette manière, lors de la construction, vous allez être capable de dire, comme n'importe quelle dépendance, vous allez pouvoir tirer cette OpenAPI, la mettre en local et générer le code qui va avec. Que vous soyez fournisseur ou consommateur d'une API. Et maintenant, la bonne question, la question à 1 million d'euros, c'est et si j'ai un legacy, qu'est-ce que je fais? Parce que généralement, il y a plus de chances que vous ayez un legacy que vous travaillez sur une nouvelle application. Alors moi, je dirais, on va essayer d'avoir une approche pragmatique, on ne va pas tout casser d'un coup. Commencez déjà par valider l'API. Vous pouvez avoir des surprises. On a lancé Vacom sur des API existantes, sur des applications existantes. Il y a des choses, je ne sais pas comment ça fonctionne, parce qu'il y avait des collisions dans les endpoints, il y a des erreurs, voilà, et on se disait, tiens, pour nos clients, ça va être problématique, il faut au moins corriger ces erreurs-là.
D'accord. On a donné voilà, qu'est-ce qui a le plus de valeur par rapport au client, on a corrigé ces erreurs-là, plutôt que d'autres, on les a mis un peu à la trappe. Et après, on a passé progressivement en API First. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'illustrer tout ce que je viens de vous dire au travers d'un passage de Code First en API First. Alors, il y a deux exemples. Le premier exemple que je vais vous montrer, c'est un exemple sur GitHub. Je ne suis pas très balèze dans les noms de projets, hein, donc c'est pour ça que j'ai mis API First Simple. Donc c'est très minimaliste. Le deuxième, c'est un workshop que j'ai pu réaliser au début d'année. Je l'ai donné à Tourentech, c'est un workshop de 2-3 heures qui illustre en fait dans une application Quarkus, que ça soit sur l'appel de service, l'exposition de service, la gestion de fils asynchrone, etc., comme on passe en API First. Donc n'hésitez pas, s'il y a des issues, n'hésitez pas aussi à les remonter, ce sera avec plaisir. Donc maintenant on est parti. Alors j'ai eu un peu peur suite à la keynote ce matin sur les démos, donc j'ai privilégié l'enregistrement. Donc là on a une API qui est toute simple, qui est l'API que je vous ai montrée. On expose des endpoints de type CRUD avec des guitares, on fait des get, post, put. Et vous voyez, bon, les objets sont assez simples. Et là, très intéressant, c'est qu'on a un objet void qui a été généré par Swagger. Là, il ne sert à rien du tout, déjà. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à corriger après dans les API qu'on génère. Donc là, j'ai un code. Comme je vous ai dit, bon, on a beaucoup d'annotations pour très peu de code, en fait, très peu de code métier. Ces annotations-là, en plus, elles ne sont pas validées à la compilation. On a également, à côté de ça, je vais vous montrer après les DTO qu'on va avoir. Voilà, donc là on a des DTO. Heureusement, je l'ai fait en record, ça m'a évité de gérer les getter-setter et surtout d'utiliser Lombok. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par valider. J'ai extrait le code qui a été généré par Swagger, par Springdoc sur le site. Je les ai mis dans un répertoire. Et maintenant, on va utiliser Vacom pour lancer l'inter. Donc là, c'est un linter que vous pouvez lancer en CI, hein, tout simplement. Et là, on voit qu'on a cette erreur. Cette erreur, 26 warnings. Les 26 warnings, c'est essentiellement qu'il manque des exemples. Pareil, c'est des choses qu'il faut penser à mettre. Ça va être très facile pour moquer après si vous avez des exemples. Alors, vous voyez, la principale erreur ici est qu'il manque un Operation ID. Alors, en Java, c'est assez simple. Quand vous faites du Spring Boot ou du Quarkus, c'est une option à rajouter et il vous génère automatiquement les Operation ID. Donc là, maintenant, on revient sur l'API. On voit que j'ai fait la correction qui permettait de générer. Je vais vous montrer ça. Donc là, j'ai rajouté l'Operation ID. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revalider suite à cette modification. Est-ce que tout se passe bien? Donc là, je relance Vacom. On peut simuler, ça pourrait être un workflow, justement, lors d'une merge request avec différents pipelines. Et là, on voit qu'on n'a plus d'erreurs, il nous reste les warnings. On va rester là-dessus pour l'instant. Maintenant, on va faire un changelog. Donc, le changelog, c'est avec OSDiff, on va faire un changelog. On peut le faire au format texte, au format Markdown, et vous pouvez l'incorporer directement dans vos sites, si vous faites du Hugo, enfin, même du HTML, je crois. Et on va également identifier les breaking changes. Là, on voit qu'on n'a pas de changement bloquant. On a juste ajouté une Operation ID. Donc, pour un client, ce n'est pas bloquant. Alors, maintenant, si vous voyez, il y a des options qu'on n'a pas rajoutées qui vont nous permettre de passer en API First. Alors là, pour la démo, je vais passer directement en API First. J'ai une branche qui s'appelle API First qu'on va faire le checkout. Et on va y arriver. Et là, vous voyez que maintenant, mon contrôleur, il implémente une interface. Cette interface-là, elle a été générée par l'outil. C'est ni plus ni moins que la traduction de l'OpenAPI en Java, dans une interface. De cette manière, vous êtes obligé de coller à la définition de votre contrat, dès la compilation. Donc là, on voit l'interface qui a été générée, et il y a même tout le code, les annotations pour exposer un service REST qui sont directement positionnées. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de rajouter un champ. On va y arriver. On va rajouter un champ et on va voir un peu ce que ça donne.
Donc là, on a les options. Je vais accélérer peut-être un petit peu. Parce qu'il ne reste plus beaucoup. Excusez-moi. Ah, je crois que ça a repris au début. Excusez-moi. Il reste que 4 minutes, donc je vais aller avancer. Ce que je voulais vous montrer, c'est ni plus ni moins que quand vous rajoutez un champ, en fait, dès la compilation, on va dire, bah tiens, il nous manque le constructeur, il est plus bon. Donc il y a la compilation qui tombe directement. Là, vu qu'il ne reste que 4 minutes, je vais passer directement à la conclusion, comme ça, si vous avez des questions, je pourrai y répondre. En conclusion, vous allez avoir des difficultés. Passer en API First, ce n'est pas magique. Déjà, il faut connaître la spécification. La spécification, elle est un peu compliquée au début, mais après, on y arrive, ça se passe très bien. La migration du legacy peut être compliquée. Ça, je ne vous le cache pas. L'outil de génération de code que je vous ai montré, OpenAPI Generator, donc il y a des options qui vous permettent, des options dans Gradle ou dans Maven, peut y avoir des bugs. Nous, on a eu des bugs, notamment quand vous voulez faire du polymorphisme d'OpenAPI. Dans la spécification OpenAPI, vous pouvez faire des all-off, any-off, etc., faire des sortes d'héritage, on va dire, en OpenAPI. Là, on est arrivé aux limites du modèle. Mais je crois qu'ils ont fait des corrections il n'y a pas longtemps. Néanmoins, vous allez avoir des avantages. Clairement, pour moi, c'est le respect des spécifications. C'est-à-dire que dès la compilation, on est obligé de coller à la spec. Et il y a une erreur si on n'y est pas. Alors après, il y a le time to market, la qualité, ça aussi c'est très important. Parce que le code que vous allez utiliser, que vous allez créer, c'est du code métier. Ce n'est pas du code technique. J'ai l'habitude de dire des fois aux développeurs, le meilleur code qu'ils vont faire, ça sera le code qu'ils n'écriront pas, bah, c'est un peu ça. Créer des DTO, il n'y a aucune valeur métier. Créer certaines classes, les annotations, c'est quoi la plus-value pour vous, quoi. Et ça va vous permettre de rationaliser le développement, c'est-à-dire que voilà, vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Maintenant, si on se remet d'un point de vue développeur expérience, d'un point de vue de vos clients, tout ça, en pensant directement par l'API, et c'est ça que vous allez donner à vos clients, bah, ça va vous permettre de garantir la qualité de vos livrables. Parce que déjà, vous vous projetez comme l'API qui va être donnée à vos clients. Et n'oubliez pas que la documentation, ça fait partie aussi des livrables. C'est vraiment très important d'y penser à ça. Au-delà de tous ces points que j'ai abordés aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire le plus simple possible pour vos clients, que ce soit en fonction du frontal, en fonction de l'application qui vous appelle. Parce que comme disait Grady Butch, bah, la fonction d'un bon logiciel, c'est de faire apparaître la complexité comme étant très simple. Écoutez, merci beaucoup. Il reste 2 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question sur la gestion des exceptions. Quand on a une approche API First, Oui. pour avoir déjà utilisé OpenAPI Generator, il n'impose pas forcément de déclarer toutes les exceptions, tous les codes de HTTP possibles. Est-ce qu'il y a des solutions qui permettent d'assurer ça? Alors nous, on l'a fait. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on faisait des includes dans les OpenAPI pour pouvoir répéter certains codes erreurs, etc., qui étaient communs. Après, c'est dans l'OpenAPI qu'il faut vraiment être vigilant sur les codes retour. Faut apporter une certaine. Ouais, bon, faut vraiment apporter attention à ça, quoi, je trouve. Ok, merci. De rien, merci. Oui. Est-ce que même en pratique, moi je sais qu'avec certains clients, en fait c'est pas quelque chose à faire en tout premier, quoi, de faire le contrat d'interface et de faire le Swagger à livrer avant le code, et ça permet de paralléliser et qu'il fasse ses bouchons avant, pardon. La question c'est est-ce que c'est compliqué au début de mettre en place avec certains clients? Bah ouais, en fait est-ce que c'est pas une pratique qui se généralise de faire de l'API first, et est-ce que c'est pas demandé? Ça dépend du métier, je dirais. Tout dépend du métier. Si votre métier, c'est de fournir des API, si votre produit est une API, là, je dirais oui, ça va être imposé dès le client, parce que généralement, les spécifications que vous allez devoir développer, que vous allez devoir valider avec votre client, alors après, tout dépend de votre processus, bien évidemment, ça sera l'API. Donc là, oui, ça va s'imposer naturellement, quoi. D'autres questions?
Oui. Alors, merci pour la présentation. Tu en as fait référence rapidement là, au tout début en parlant d'API public, API privé. Comment est-ce que tu gères ça? Quelles solutions tu apportes pour ces problématiques? Alors nous, ce qu'on a fait, c'est que, comme je disais, on a un repository Git avec toutes nos API, qu'elles soient publiques ou privées. Donc il y a des includes qui nous permettent de factoriser entre les deux si les payloads sont les mêmes, etc. Mais on a tout rassemblé dans le même repo. Et vu qu'on conçoit l'API d'abord, en fait, on n'a pas vraiment eu ce souci-là parce que on codait en même temps, en fait, que ça soit public ou privé, quoi. Et sur la partie, le problème qu'on avait avant sur les parties API privées, API publiques, c'est qu'on exportait le Swagger d'un back-end, d'un microservice, et qu'il fallait des fois compiler le tout dans un seul Swagger pour notre client, dans une même doc pour nos clients, quoi. Et quand on était en code first, quand on était en API first, on a eu la possibilité de fournir quelque chose d'assez cohérent au client dès le début, quoi. Il reste plus de temps. C'est bon. Écoutez, merci beaucoup en tout cas.